En septembre 1944, la Troisième Armée parcourt 400 km à travers la France en seulement 30 jours, de la Normandie à la frontière allemande en un mois. Une avancée que les théoriciens militaires jugeaient impossible. À présent, les colonnes de Patton approchent du Reich lui-même. C'est la première fois que les forces américaines foulent le sol allemand. Depuis le début de la guerre, en un peu plus de 2 semaines, la Première Armée les devancera. Mais les soldats de la Troisième Armée étaient convaincus d'être les premiers. La compétition entre les armées américaines était aussi féroce que la lutte contre les Allemands. Lorsque la Troisième Armée franchit enfin la frontière allemande, les réactions des soldats révélèrent un fait inattendu. Ils ne célébraient pas. Ils étaient épuisés, à court de carburant et de plus en plus frustrés que leur avancée spectaculaire ait été arrêtée par des problèmes de ravitaillement plutôt que par la résistance ennemie. Ce que les soldats de la Troisième Armée ont dit en entrant en Allemagne n'était pas « Nous avons battu tout le monde ici ». C'était « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ?» Voici l'histoire de la plus grande avancée de la guerre et des hommes qui l'ont menée, d'après des lettres, des journaux intimes et des témoignages documentés de soldats qui ont combattu jusqu'à la frontière allemande. Le 1er août 1944, la Troisième Armée est devenue opérationnelle en Normandie sous le commandement de Patton. En quelques jours, ses forces se sont lancées à toute vitesse dans de multiples directions, vers l'ouest en Bretagne, vers le sud, en direction du Lire, vers l'est en direction de Paris et au nord pour aider à piéger les forces allemandes dans la poche de filet. La vitesse de l'avancée était sans précédent. La Troisième Armée ne se contentait pas d'avancer rapidement. Elle couvrait des distances qui rendaient la planification défensive allemande obsolète avant même qu'elle puisse être mise en œuvre. Les soldats qui avaient combattu à travers les haies normandes se sont soudainement retrouvés en terrain découvert où les avantages américains en matière de mobilité et de puissance de feu pouvaient être pleinement exploités. Les réactions initiales des soldats à cette mobilité soudaine ont été consignées dans des lettres à leurs familles et extraits de journaux intimes ayant survécu à la guerre. Un commandant de chars de la 4e division blindée écrivit à sa famille, décrivant l'avancée comme étant sans précédent, comme tout ce qu'il avait connu à l'entraînement ou au combat. Il affirmait qu'ils avançaient si vite que les cartes étaient déjà obsolètes avant même d'avoir pu être étudiées correctement. Les villes figurant sur leurs cartes opérationnelles comme objectif étaient déjà aux mains des Américains lorsque les unités recevaient l'ordre de les capturer. Les fantassins montés sur des chars pour suivre le rythme des colonnes blindées exprimaient des sentiments mitigés quant à la rapidité de l'avancée. Certains appréciaient cette vitesse car elle signifiait moins de temps sous le feu ennemi et moins de pertes qu'une guerre statique. D'autres craignaient qu'une progression trop rapide ne crée des vulnérabilités, de longues lignes de ravitaillement, des flancs exposés et des unités se retrouvant séparées des formations de soutien. Un sergent de la 80e division d'infanterie écrivit dans son journal que sa compagnie avait avancé de 48 km en une seule journée, contournant les points d'appui allemands où les unités de soutien pouvaient se déployer. Il faudrait réduire le rythme. La compétition entre les armées américaines devint presque immédiatement évidente. Les soldats de la Troisième Armée savaient que d'autres forces américaines et britanniques avançaient également à toute vitesse à travers la France. Patton ne cachait pas son désir d'être le premier à atteindre Paris, la Rhine et finalement Berlin. Il répétait sans cesse à son état-major que la Troisième Armée avait 2 ennemis, les Allemands et les autres quartiers généraux alliés, qui pourraient ralentir sa progression. Cet esprit de compétition se diffusa dans tous les rangs. Les soldats étaient fiers de la réputation de rapidité et d'action agressive de leur division, mais cette progression rapide engendra également de graves difficultés logistiques. Les divisions blindées consommaient d'énormes quantités de carburant. Une seule division nécessitait 73 000 gallons pour parcourir seulement 100 mètres. La Troisième Armée comptait plusieurs divisions blindées, avançant simultanément dans différentes directions. Le système logistique, conçu pour soutenir ces opérations, était le Red Bull Express, un service de transport routier dédié qui acheminait les approvisionnements depuis les plages de Normandie. À son apogée en période de pointe, 6 000 camions circulaient, 24h/24 sur des itinéraires à sens unique, s'étendant sur des centaines de kilomètres.
Pourtant, la consommation dépassait les livraisons et les pénuries de carburant étaient inévitables. Fin août, les soldats commencèrent à constater les problèmes logistiques. Les équipages de chars virent leur jauge de carburant chuter à des niveaux critiques. Les unités d'artillerie économisèrent leurs munitions car les convois de ravitaillement étaient retardés. Les équipes de maintenance peinaient à maintenir les véhicules en état de marche avec des stocks de pièces détachées en baisse. Un chef de section de chars écrivit que son unité s'était arrêtée, non pas à cause de la résistance allemande, mais parce qu'elle était littéralement à court d'essence. Ces chars restèrent immobilisés pendant 3 jours, attendant l'arrivée des camions-citernes. L'avancée vers Paris mit en évidence à la fois les capacités de la 3e armée et ses difficultés. Des éléments de la 3e armée atteignirent les abords de Paris fin août. Mais l'honneur de libérer la ville revint aux forces françaises libres du général Philippe Liliard. Les soldats américains, qui avaient traversé la France à toute vitesse pour atteindre Paris, exprimèrent leur frustration d'être retenus pour des raisons politiques. Ils comprenaient l'importance symbolique de la libération de leur capitale par les forces françaises. Mais après des semaines de combats incessants et de progression rapide, certains estimaient que leur exploit n'était pas reconnu à sa juste valeur. Le 25 août, Paris fut libéré. La célébration fut sincère et émouvante. Les civils français envahirent les rues, accueillant les soldats américains, leur offrant à manger et à boire, exprimant une gratitude qui rendait les épreuves du combat très supportables. Mais les soldats de la 3e armée, interviewés par les correspondants de guerre pendant la libération, firent clairement savoir qu'ils ne s'arrêteraient pas à Paris. Leur objectif demeurait la frontière allemande et, finalement, Berlin. La libération de Paris était importante, mais pour la 3e armée, elle constituait une étape plutôt qu'une destination. Début septembre 1944, la spectaculaire progression de la 3e armée s'interrompit, non pas à cause de la résistance allemande, mais par manque de carburant. Les chiffres étaient éloquents. Le 31 août, la 3e armée ne reçut que 32 000 gallons de carburant, à peine de quoi déplacer une division blindée de 40 km. Patton avait demandé 400 000 gallons. La quantité qu'il avait calculée aurait permis de poursuivre l'avancée jusqu'au Rhin. Ce pénurie n'était pas un problème passager. Elle reflétait les limitations fondamentales du système logistique allié qui allait persister pendant des mois. Les réactions des soldats à la crise du carburant révélèrent une frustration croissante face à ce qu'ils percevaient comme de mauvaises décisions stratégiques de la part du haut commandement. Des lettres et des extraits de journaux intimes de cette période exprimaient la colère de voir leur progression stoppée par des problèmes d'approvisionnement plutôt que par une action ennemie. Un officier d'infanterie écrivit que son bataillon avait combattu de Normandie jusqu'à la Meuse sans être arrêté par les Allemands avant d'être stoppé par le manque de carburant pour les chars d'appui. Il s'interrogea sur les raisons pour lesquelles la logistique n'avait pas été mieux préparée pour la progression rapide que tous savaient possible après la percée de Normandie. Les équipages de chars subirent la crise du carburant de plein fouet. Les blindés, immobilisés par manque de carburant, devinrent des cibles faciles pour l'artillerie et l'aviation allemande. Les équipages durent établir des positions défensives autour d'eux, leurs véhicules immobilisés en attendant des ravitaillements qui pouvaient prendre des jours à arriver. Un commandant de char décrivit l'impact psychologique de l'immobilisation à la vue de la frontière allemande, sachant que s'ils avaient du carburant, ils pourraient traverser le Rhin avant que les défenses allemandes ne soient organisées. La concurrence entre les armées américaines pour les ressources limitées en carburant créa des tensions qui se répercutèrent jusqu'au niveau du soldat. Les troupes de la 3e armée apprirent que le carburant dont elles avaient besoin était alloué au 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery pour l'opération Market Garden. Les soldats, qui combattaient sans relâche depuis la Normandie, s'indignaient que les forces britanniques, qu'ils percevaient comme plus lentes et plus prudentes, soient prioritaires en matière de ravitaillement. Le correspondant de guerre Ernie Peel, intégré au sein de la 3e armée pendant cette période, recueilla les plaintes des soldats concernant ce qu'il considérait comme des décisions d'allocation injustes. Patton laissa transparaître sa frustration
à qui voulait l'entendre, et son attitude influença la façon dont les soldats percevaient leur situation. Selon des témoins qui l'ont entendu, Patton dit au général Omar Bradley que ces hommes pouvaient manger leur ceinture, mais que ces chars avaient besoin d'essence. Il affirma que chaque jour de retard permettait aux Allemands de renforcer leur défense et coûterait des vies américaines. Plus tard, lorsque ces mêmes unités allemandes devraient être affrontées depuis des positions préparées, les soldats entendirent ces arguments de la part d'eux. Leurs propres officiers et les approuvèrent. Mais tous les soldats n'ont pas blâmé la logistique ou terre allemande. Pour beaucoup, le passage en Allemagne représentait l'aboutissement d'années de préparation et de mois de combat. Ils se battaient désormais sur le sol ennemi qui avait déclenché la guerre. Le poids psychologique de cette prise de conscience affecta différemment chaque soldat. Certains exprimèrent une satisfaction amère à l'idée de porter la guerre en Allemagne après des années d'occupation d'autres pays par les forces allemandes. Un simple soldat d'infanterie écrivit à sa famille qu'il n'éprouvait aucune sympathie pour les civils allemands, qui se plaignaient des dégâts causés par les opérations de combat. Il affirma que les Allemands auraient dû réfléchir aux conséquences avant de déclencher une guerre. Cette attitude reflétait la colère de nombreux soldats américains face à ce qu'ils avaient vu en France. Des villes détruites, des civils déplacés et les preuves de la brutalité de l'occupation allemande. D'autres soldats exprimèrent des sentiments plus complexes. Un officier écrivit dans son journal que l'entrée en Allemagne était différente de la libération de la France. En France, les forces américaines avaient été accueillies en libératrices par des civils reconnaissants. En Allemagne, ils étaient des envahisseurs en territoire ennemi. Les civils allemands restaient dans les villages frontaliers manifestaient de la peur plutôt que de la gratitude. Cela créa un malaise psychologique chez certains soldats qui devaient concilier leur rôle de combattants avec leurs valeurs des Américains qui ne se considéraient pas comme des conquérants. L'état des villages frontaliers allemands permit aux soldats de constater, pour la première fois, l'impact de la guerre sur les civils allemands. De nombreuses zones frontalières avaient été évacuées par les autorités allemandes, laissant des villes fantômes que les forces américaines occupèrent sans opposition. Mais certains civils restèrent, généralement des personnes âgées ou des familles avec de jeunes enfants qui n'avaient nulle part où aller. Les descriptions de ces rencontres par les soldats révèlent leurs efforts pour maintenir une conduite professionnelle tout en combattant en territoire ennemi. Les soldats de la 3e armée remarquèrent également immédiatement que combattre en Allemagne était différent de combattre en France. Les soldats allemands défendant leur territoire combattaient avec une détermination supérieure à celle à laquelle les forces américaines avaient été confrontées lors de la poursuite à travers la France. Les pertes augmentèrent à mesure que la résistance allemande se renforçait. Un commandant de bataillon nota, dans son rapport d'après-action, que son unité avait subi plus de pertes en une semaine de combat le long de la frontière allemande qu'en 3 semaines d'opérations de poursuite à travers la France. Les fortifications de la ligne de front libérée présentaient des défis que les soldats n'avaient pas rencontrés depuis la ferme normande. Les bunkers en béton et les obstacles anti-chars en forme de dents de dragon nécessitaient des opérations délibérées plutôt que l'exploitation rapide menée par la 3e armée. À travers la France, les sapeurs, travaillant à percer les obstacles, essuyaient des tirs provenant de positions qu'ils ne pouvaient pas localiser. L'infanterie progressant à travers les zones fortifiées était confrontée à des champs de tir entrecroisés provenant de multiples bunkers. Les combats étaient épuisants et coûteux. Le moral des soldats pendant cette période reflétait la transition de la guerre de mouvement à la guerre d'usure. Les lettres envoyées aux familles exprimaient moins d'optimisme quant à une victoire rapide que ce qui avait été courant lors de l'avancée d'Août. Certains soldats écrivirent qu'ils s'attendaient désormais à ce que la guerre se poursuive tout au long de l'hiver, voire jusqu'en 1945. La perspective de plusieurs mois de combats supplémentaires affecta la psychologie des soldats, ce qui inquiéta les officiers. De septembre à novembre 1944, la 3e armée s'enlisa dans la région de l'Irène, au nord-est de la France, et aux abords de la ligne Ziegfeld. Les propos des soldats durant cette période révélèrent leur frustration, leur épuisement et la prise de conscience croissante que la spectaculaire avancée d'Août ne se reproduirait pas. La campagne de l'Irène devint l'opération la plus sanglante et la moins réussie de Patton durant la guerre,
et les déclarations des soldats reflétaient le coût humain de cette guerre d'usure.